le troisième épisode de notre fameux projet les DS Talk qu'on a initié dans le cadre de notre association les DS Sucrés pour et par des femmes diabétiques de type 1. Aujourd'hui, le sujet gravite autour des troubles des conduites alimentaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un sujet qui nous tient à toutes les trois extrêmement à cœur, car nous avons subi, et nous subissons encore, ces fameux troubles. Il faut savoir que Lily et moi sommes les premières à s'être rencontrées en tant que femmes diabétiques. C'est ma première copine diabétique. Et lors de d'un de nos premiers rendez-vous au resto, on s'est posé la question assez intuitivement et toi, ton rapport à l'alimentation, tu le vis comment ? Et c'est là qu'on s'est rendu compte, et c'est la première fois qu'on en parlait de vive voix à quelqu'un, qu'on avait souffert de TCA pendant de nombreuses années. Suite à ça, nous nous sommes même inscrites au premier atelier thérapeutique en France qui a été mené par l'association Affect et Aliments par Brigitte Ballandras et Juliette de Salle qui ont créé le premier groupe thérapeutique pour les personnes diabétiques de type 1 vivant avec un TCA. Et suite à ça, Lily a trouvé sur les réseaux une petite nénette qui avait écrit un livre qui s'appelle 1,12 g. Et elle me dit, mais Elsa, j'ai trouvé une femme diabétique qui a écrit un livre et qui parle de charge mentale et de TCA, il faut absolument qu'on la rencontre. Et c'est là qu'on a rencontré Chloé Neher. Et toutes les trois, on est devenues de grandes amies. Et ensuite, nous avons fondé l'association des DS Sucrés avec Chloé. Et on a remarqué au travers des événements qu'on crée et aussi des contenus que toutes les trois nous créons sur les réseaux sociaux que les TCA étaient bien plus fréquents chez les diabétiques de type 1 que ce que l'on ne pense. Et depuis, nous avons toutes les trois eu l'envie de devenir lanceuses d'alerte sur ce sujet pour informer et sensibiliser que vous n'êtes pas seuls. Et effectivement, à l'époque, ce qu'on a remarqué avec Elsa, c'est qu'on trouvait très peu de chiffres qui illustraient vraiment ce phénomène en France. Toutes les sources qu'on avait venaient des États-Unis ou du Canada. Et donc, j'ai initié l'idée de lancer une étude en France. Elsa m'a beaucoup aidée, ainsi que l'association Affect et Aliments. Et donc aujourd'hui, on va vous parler un peu plus de ces chiffres qui illustrent le phénomène. Le but, c'était justement de donner de l'ampleur et de la visibilité aux troubles des conduites alimentaires chez les diabétiques de type 1, surtout auprès du corps médical, pour qu'il y ait derrière un suivi plus approfondi des patients qui souffrent de TCA en étant diabétiques de type 1. Et avant d'enchaîner sur les résultats de cette étude, je vais d'abord faire une petite définition de ce que sont les TCA, donc les troubles des conduites alimentaires. C'est une pathologie psychologique, donc une maladie mentale, qui est caractérisée par des préoccupations extrêmes concernant le poids, la forme, l'alimentation et ou l'image corporelle. Ces préoccupations mènent à des comportements perturbés et malsains qui peuvent comprendre la restriction ou au contraire la prise excessive alimentaire, le jeûne, le comptage de calories, les vomissements, l'utilisation abusive de laxatifs, de diurétiques ou un excès de sport. Tous ces comportements peuvent grandement affecter le fonctionnement physique, physiologique et social d'une personne. Comment savoir si vous êtes atteinte ou atteint d'un TCA ? En fait, les personnes qui sont touchées par cette maladie perdent le contrôle face à ces comportements, duquel découle une grande souffrance et souvent s'isolent. Il y a 4 types de TCA. Tous ces TCA sont représentés chez les diabétiques de type 1. L'anorexie, pour commencer, qui est la perte ou la diminution de l'appétit entraînant une perte de poids intentionnelle. Il y a la boulimie, qui est l'ingestion excessive et compulsive d'aliments suivie de comportements compensatoires. Donc souvent, on associe les boulimiques à des personnes qui se font vomir après manger, mais ça peut être aussi des personnes qui prennent des laxatifs ou des diurétiques, qui font des jeûnes ou énormément de sport pour compenser la prise alimentaire. Le troisième type de TCA, c'est l'hyperphagie. Donc c'est encore une fois l'ingestion excessive et compulsive d'aliments, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de comportement compensatoire. Et le quatrième et dernier type de TCA qui est assez nouveau malheureusement et qui est par contre
totalement détenue par la catégorie des personnes vivant avec un diabète de type 1. C'est ce qu'on appelle la diaboulimie. Et la diaboulimie, c'est en fait une ingestion excessive et compulsive d'aliments, encore une fois, sauf que cette fois-ci, pour compenser, on va omettre volontairement de s'injecter de l'insuline, ce qui va nous permettre de limiter ou favoriser la perte de poids. Dans ces cas de TCA, je peux vous dire que moi j'en ai souffert d'un pendant de nombreuses années. J'ai été hyperphagique, c'est-à-dire que j'ai alterné pendant plus de 10 ans des crises d'hyperphagie très sévères. Donc c'est-à-dire que je mangeais de manière excessive et compulsive sans pouvoir m'arrêter d'énormes quantités d'aliments, ce qui faisait que je prenais beaucoup de poids en très peu de temps. Et j'alternais ces périodes avec des grandes périodes de restriction alimentaire où je mangeais quasiment rien et où je faisais énormément de sport pour perdre ce poids. Voilà. Vous les filles, je sais qu'on en a beaucoup parlé entre nous. Quels ont été vos TCA à vous? Alors moi de mon côté, j'ai connu des périodes de restrictions alimentaires très importantes. J'arrivais plus à dissocier ce qui était bon ou mauvais de manger, que ce soit pour le diabète ou pour la prise de poids, parce que j'avais une image de mon corps totalement erronée et j'avais la trouille de prendre du poids et j'avais une mauvaise image de moi en fait, potentiellement liée au fait d'être malade. Voilà. En ce qui me concerne, moi j'ai souffert pour le coup d'anorexie mentale. Et j'y ai beaucoup pensé après coup parce que je me suis énormément intéressée en fait à la construction identitaire de la jeune femme atteinte d'un diabète de type 1, en sachant que moi j'ai été diagnostiquée donc à mes 14 ans, donc à un âge charnière. Je pense que je subissais énormément de pression relative aux injonctions sociétales. J'avais besoin d'avoir un contrôle total sur mon poids d'abord, et comme le diabète s'est rajouté en fait sur cette charge mentale, finalement j'ai fait d'une pierre deux coups et j'avais aussi ce besoin de contrôler à la perfection la maladie, donc je mangeais le moins possible pour avoir le moins possible besoin d'insuline rapide, donc pas de glucides lents, pas de glucides rapides, donc j'avais une alimentation complètement pauvre qui m'a amenée à une perte de poids vraiment fulgurante, et donc de manière tout à fait intrinsèque vers une forme de fatigue physique vraiment décuplée au fil des mois. J'avais besoin de voir autant sur la balance que sur le lecteur de glycémie des chiffres toujours plus petits, toujours plus bas, pour avoir l'assurance finalement de garder le contrôle sur la maladie que j'avais envie d'assujettir et sur mon corps que je ne voulais pas voir se métamorphoser. Et du coup, pour légitimiser tout notre travail, en fait, j'ai envie de vous parler de prévalence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les diabétiques insulinodépendants, catégorie dont nous faisons partie, sont 2,5 fois plus à risque de développer des troubles des conduites alimentaires. Et pour aller plus en détail dans les chiffres, on va parler un petit peu de l'étude. Mais déjà, rappelons le contexte de l'étude. Donc, c'est une étude qu'on a menée d'avril 2021 à janvier 2022. On a eu au total 514 répondants, dont 87% de femmes, tous et toutes diabétiques de type 1. 35% se situent entre 26 et 35 ans et le reste allant de moins de 15 ans à plus de 56 ans. Donc on avait quand même un large panel. Au niveau du traitement par insuline, on avait 56% des participants qui étaient sous pompe. Dans les chiffres qui ressortent principalement, on a quand même 62% des personnes vivant avec un diabète de type 1 qui ont eu ou qui ont encore des problèmes de poids ou des troubles des conduites alimentaires. Parmi elles, on a 55,7% qui pensent que c'est lié au diabète. En ce qui concerne vraiment les TCA, on a pour 25% une surconsommation d'aliments, on a de l'hyperphagie pour 22%, une sous-consommation pour 17%, on a aussi de la boulimie à 12% et de l'anorexie à 9% et surtout de la diaboulimie pour 10% des personnes. Alors pourquoi ces phénomènes apparaissent avec un diabète de type 1 ? On retrouve beaucoup de témoignages autour de la restriction et du contrôle qui sont apparus avec le diabète de type 1. Donc on a vraiment un avant-après le diagnostic dans le rapport à l'alimentation. On a beaucoup de personnes qui expriment un besoin de compenser une certaine frustration qui est liée aux privations associées au régime du diabétique, entre guillemets, qui permettent de contrôler le diabète et les glycémies. Et c'est un régime alimentaire qui est souvent préconisé à l'hôpital et qui induit d'éliminer, on a vraiment des aliments qui sont diabolisés, qui sont interdits
et qui peuvent amener par la suite des phénomènes un peu compensatoires et liés à cette frustration de ne pas pouvoir avoir ces aliments dans notre quotidien. On retrouve aussi énormément la peur de grossir liée au traitement par insuline et liée au besoin de traiter les hypoglycémies par de la nourriture et du sucre. Et on a aussi beaucoup la notion d'un rapport au corps qui est changé par l'image de la maladie en elle-même. Quel est le rôle en fait du diabète dans l'émergence des TCA? Eh bien en fait, il faut savoir que le diabète de type 1 est un terreau formidable pour ces troubles-là en fait. Dans le sens où pour gérer au mieux du coup nos glycémies, en fait, notre équilibre glycémique, et donc par extension pour être en bonne santé, on est obligé de faire tout un tas de choses. En fait, on doit contrôler en permanence, sans trêve, toute la nourriture qu'on va consommer, et d'ailleurs les liquides également. On doit anticiper d'avoir de la nourriture sur soi en fait, dans notre quotidien, en toutes circonstances et pour tout type d'activité. La nourriture devient en fait le pilier de notre journée, et du coup on peut finir par y penser de manière obsessionnelle. Les assiettes ne sont plus de simples contenants à aliments, ils deviennent en fait des chiffres, des glucides qu'on doit du coup compter, additionner, soustraire. Voilà. On est complètement, pour le coup, éloigné d'une forme d'alimentation intuitive et naturelle, puisqu'en fait, parfois, on mange sans avoir envie de manger, mais par pure nécessité. Par exemple, quand on est en hypoglycémie, on est obligé de consommer du sucre, alors qu'on n'a peut-être aucunement envie de le faire. On mange certains types d'aliments pour ne pas effrayer nos glycémies et du coup on va avoir une tendance à s'orienter vers des schémas de repas qui vont être à indice glycémique faible par exemple, notamment lorsqu'on est en hyperglycémie, c'est-à-dire que notre taux de sucre est déjà important dans notre sang et qu'on n'a pas envie d'aggraver ce problème-là par la prise d'une alimentation qui va être riche en glucides. La nourriture en fait elle devient en fait une variable d'ajustement de nos glycémies et non plus un plaisir qui peut être gustatif et naturel chez n'importe qui d'autre. On peut en arriver notamment à se priver, à se restreindre de certains aliments et ça varie aussi en fonction des principes nutritionnels qu'on nous a inculqués. On va se retrouver en fait à diaboliser certaines listes d'aliments qui vont en fait dans notre esprit se transformer en aliments interdits, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'interdire de les consommer par peur de ce que ça pourrait impliquer autant sur notre glycémie que sur nos silhouettes si on souffre de ce type de TCA. La culpabilité est un vrai sujet. En fait, on ressent de la culpabilité vis-à-vis de notre taux de glycémie qui va être plus globale, c'est-à-dire qu'elle va être rattachée foncièrement à la prise alimentaire précédente ou suivante. En fait, on se sent vraiment fautif, on se sent vraiment mal dans notre peau, dans notre corps, on a l'impression d'avoir fait les mauvais choix et on prend le bâton pour se taper nous-mêmes en fait finalement, et de facto notre estime de nous-mêmes peut être amenée à baisser. Tous ces comportements en fait qui sont induits par le diabète insulinodépendant, donc diabète de type 1, sont en fait des comportements qui sont similaires aux personnes qui souffrent de TCA mais sans le diabète. Donc quand on sait ça, on peut aisément imaginer que pour nous qui sommes atteints de cette pathologie, il est très facile de tomber dans ces troubles. On a plusieurs témoignages de personnes qui affirment que leur comportement a réellement changé avec le diagnostic du diabète de type 1. Donc là j'ai décidé de vous citer quelques passages qu'on a retrouvés dans les commentaires libres de l'étude. Impossibilité de faire un régime. Le rapport à l'alimentation pour un diabétique de type 1 est compliqué car la nourriture peut autant nous sauver que nous condamner. C'est d'autant plus difficile de prendre du recul et d'analyser son comportement objectivement sans y insuffler de la culpabilité. Le diabète a pour moi surtout signifié perdre l'insouciance de manger. Maintenant il faut y réfléchir, peser le pour et le contre, les conséquences que cela aura, etc. Je disais tout à l'heure que l'alimentation était une variable d'ajustement, je le redis en fait, c'est vraiment ce qui va déterminer les chiffres qu'on voit s'afficher sur nos lecteurs. Et donc en fait parfois on mange pour ne pas manquer de sucre et du coup forcément ça amène à ce qu'on soit coupé de nos sensations, donc notamment de la sensation de faim ou de satiété, parce qu'en fait tout ce qui va compter pour nous quand on mange,
c'est de maintenir ou de revenir à un équilibre glycémique. Donc qu'est-ce que ça crée en nous tout simplement? Eh bien une forme de distorsion mentale. On se pose une question qu'aujourd'hui on n'arrive pas vraiment à tirer au clair, c'est est-ce que je mange pour moi ou est-ce que je mange pour le bien de ma glycémie? Et pour justement parfois continuer à contrôler nos glycémies, on a 67% des personnes qui affirment se surinjecter volontairement, donc se mettre volontairement en hypoglycémie pour pouvoir s'autoriser un plaisir sucré qu'ils ne s'autoriseraient pas habituellement. On a aussi pour 88% des participants l'impression de se priver pour contrôler bien sûr le diabète et le poids. Et 89% des participants qui ont déjà ressenti de la culpabilité après avoir mangé certains aliments. Pourquoi de la culpabilité? Parce que ça implique potentiellement un déséquilibre glycémique derrière, parce qu'on a un risque associé à la prise de poids, en plus du prétendu cliché que l'insuline fait grossir. On a d'ailleurs 40% des répondants qui avouent s'être déjà cachés pour manger. Et les raisons qui ressortent à chaque fois, c'est la peur du regard, la peur du jugement, l'incompréhension des autres. Pourquoi là tu as besoin de sucre et là pourquoi tu n'as pas le droit au sucre et là tu te caches pour manger du sucre. On a une honte qui s'installe vis-à-vis des autres et de soi-même. Et qui peut se targuer en tant que TT1 de ne jamais s'être caché pour manger des aliments que l'on dit interdits? Alors je ne sais pas si vous l'avez fait, hein, mais moi étant ado, je me suis cachée énormément de mes parents pour manger tous les aliments qu'on m'avait interdits à l'hôpital. Et en relisant les témoignages de l'étude, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls, encore une fois. Alors pourquoi le diabétique de type 1 va se cacher pour manger alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'aucun aliment nous est interdit, qu'on a le droit de manger tout ce que l'on veut? Eh bien parce que, en fait, on a reçu une éducation à l'hôpital ou de nos parents qui est parfois erronée, parfois culpabilisante, et que l'on reçoit comme des injonctions de vérité. C'est-à-dire que nous, quand on a été diagnostiqué plus jeune, on a plus ou moins tout été diagnostiqué à l'adolescence, donc il y a pour certaines 14, 15 ans. À l'époque, les nutritionnistes nous disaient « Attention, voici la liste d'aliments interdits ». Bon, alors ça, on sait que c'est un terreau magnifique pour développer des TCA, puisque plus vous interdisez quelque chose à quelqu'un, plus il va vouloir y aller. Donc, entre cette éducation-là et parfois, par exemple, des parents un peu surprotecteurs, eh bien, tous ces aliments qui sont interdits, on a quand même envie de s'en délecter et on se cache pour les ingérer. Il y a également le sentiment d'échec perpétuel face à des glycémies qui ne sont pas représentatives des efforts que l'on fournit pour la maintenir. Et cette phrase qui revient souvent chez les personnes atteintes de TCA étant diabétiques, c'est puisque de toute façon mes glycémies sont mauvaises en mangeant comme il faut, et tant qu'à faire, je vais manger mal et me punir. Bien évidemment, s'ajoute à ça la frustration à une vie très cadrée qui impose les contraintes d'un diabète de type 1 et bien sûr la peur du jugement des autres en société. Le diabète de type 1 est très méconnu. Beaucoup de personnes l'associent avec le diabète de type 2. Donc, il vous est sûrement arrivé lors d'un dîner entre amis, parfois même en famille ou un pot avec les collègues, d'avoir des réflexions désobligeantes sur le fait que vous êtes en train de manger sucré alors que vous avez un diabète de type 1. Pour éviter toutes ces réflexions et ces jugements non fondés, on a plutôt tendance à manger sainement devant les autres, puis ensuite de manger ces aliments tout seul, cachés. On a d'ailleurs pour 64% des personnes qui affirment que leur relation compliquée avec le diabète et l'alimentation conditionne leur relation sociale aussi bien professionnelle que personnelle. On observe beaucoup de points communs dans les traits de personnalité des personnes qui souffrent de TCA quand elles sont diabétiques de type 1, notamment le fait d'être extrêmement perfectionniste, donc extrémiste dans tous nos schémas de pensée et nos schémas de comportement. On a tendance à être auto-tyrannique et à s'auto-s'intimider soi-même en fait. On est dans une démarche inconsciente d'humiliation, de punition, d'extrême rigueur et de sévérité constante. C'est-à-dire qu'on va alimenter une forme de violence qu'on oriente tout à fait vers nous. Et du coup, ça nous amène à nous déshumaniser, à perdre cette humanité qui nous constitue en fait, et à aller vers une forme de robotisation
avec des schémas très hyper rythmés, des choses que l'on fait toujours à la même heure tous les jours, pour ne pas justement se laisser faire par les imprévus. Il y a une forme de désocialisation également, hein. Et on n'a pas de marge de manœuvre, on ne s'autorise pas de marge de manœuvre en fait. Et il n'y a pas de tolérance vis-à-vis de ce qui n'est pas prévu, il n'y a pas de tolérance vis-à-vis de l'échec, et en fait il n'y a pas de bienveillance non plus, puisque si quelque chose se passe mal, finalement ce qui va réémerger tout de suite c'est la culpabilité, et cette honte qu'on va alimenter et qu'on va se jeter nous-mêmes vraiment en pleine figure. Il faut savoir aussi dans la typologie des personnes souffrant avec un TCA de manière générale cette fois-ci, c'est que les TCA touchent 90% de femmes. C'est pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui de vous en parler. Le TCA s'installe environ à l'âge de 23 ans. Il peut commencer à l'adolescence, puis s'installer à l'âge de jeune adulte, en fait, quand on est en pleine construction identitaire. C'est ce qui nous est arrivé à toutes les trois d'ailleurs. Et ça s'aggrave avec les années si jamais ce n'est pas pris en charge. Encore une fois, un lien TCA-DT1 très important, c'est que les TCA prennent leur source dans 3 thématiques. Chez tous les types de TCA existants, on retrouve 3 piliers qui sont l'alimentation, le poids et l'image de soi. Et comme par hasard, ces 3 piliers sont ébranlés par l'arrivée d'un diabète de type 1 dans la vie d'une personne. Comme le diabète vient fragiliser ces piliers, c'est d'autant plus facile de tomber dans les TCA. Pourquoi la femme est plus sujette également? Parce qu'elle est plus vulnérable du fait des injonctions sociétales. La femme vit dans une société où les standards de beauté veulent qu'elle soit mince, fine, parce que lorsqu'on est mince et fine, on est plus belle, on est plus séduisante, on est plus crédible aussi dans la société. Ouais, plus accepté, même professionnellement. On le sait, hein, les chiffres le disent, les personnes en surpoids ou en obésité ont moins accès à certains postes de travail. Donc, déjà, nous vivons dans une société où le contrôle du poids et du corps nous est induit par les injonctions sociétales. Donc, rajouter à ça un diabète de type 1, rajouter à ça la vulnérabilité d'une femme en pleine construction identitaire, eh bien, c'est le melting pot parfait pour développer des TCA. D'ailleurs, les données les plus récentes qui ressortent d'autres études qui ne sont pas françaises suggèrent qu'environ 10% des femmes diabétiques de type 1 souffriront d'un trouble du comportement alimentaire, soit plus du double par rapport à la population générale. Et la peur de grossir et la peur de l'insuline sont des éléments qui ressortent énormément dans notre étude. D'ailleurs, on en profite pour démystifier le fait que l'insuline fait grossir. On rappelle que l'insuline est une hormone vitale et elle ne fait pas prendre de poids si elle est associée à une hygiène de vie saine. Voilà, c'est plutôt la suralimentation associée à l'insuline qui fait grossir. Mais cela pousse quand même 31% des femmes diabétiques de type 1 à pratiquer de la restriction d'insuline. Et dans notre étude, on a d'ailleurs quand même, on le rappelle, 10% des personnes qui affirment avoir déjà souffert ou souffrir de diaboulimie, ce qui est une pathologie très grave et potentiellement mortelle. Ce qui n'est pas rien et on tient à le souligner aujourd'hui. Parce que tout est une question de dosage finalement. Le sucre, l'insuline, finalement, ces deux choses-là jouent un double jeu. En fait, elles ont des facettes opposées et il y a un peu une thèse, une antithèse. C'est-à-dire que le sucre est à la fois un remède pour nous et aussi un poison. De même que l'insuline, en fait, est notre médicament. Sans lui, sans elle, en fait, on ne peut pas vivre tout simplement. Mais c'est aussi notre pire ennemi, puisque si on se trompe dans les doses, pour l'un comme pour l'autre, en fait, on peut être vite dans le trop ou dans le pas assez, et parfois en touchant des extrêmes qui sont extrêmement problématiques pour notre santé. Et du coup, en fait, on se retrouve au quotidien enfermé dans un jeu d'équilibriste, en fait, qui nous amène à avoir une relation complètement déformée, en fait, troublée, tordue avec l'alimentation. En fait, l'alimentation est autant pour nous une source de réconfort qu'elle peut être aussi quelque chose qui va nous faire extrêmement souffrir. Puisqu'on a une attention constante portée sur nos glycémies et sur cette charge mentale qu'on se trimballe à longueur de temps, en fait, cette attention constante qu'on porte sur nos glycémies et cette charge mentale qui nous suit au quotidien, jour et nuit, fait qu'il y a certains moments de vie, en fait, où, comme n'importe quel être humain, on a envie et besoin de lâcher prise. Mais du coup, quand on cherche à lâcher prise par le biais de l'alimentation, eh bien, ce qui pourrait être considéré comme une source de plaisir
devient rapidement en fait une souffrance, puisque finalement notre maladie ne nous laisse jamais le droit de profiter de la nourriture sans conséquence. Il faut savoir aussi qu'en fait les diabétiques insulinodépendants ont 2 fois plus de chances que les personnes vivant sans pathologie de connaître en fait un épisode de dépression modéré à sévère. Et ça, c'est vraiment un chiffre qui est très impactant. On sait que les troubles anxieux en fait, et dépressifs sont des facteurs en fait, qui vont servir au développement des troubles du comportement alimentaire, puisque tout est vraiment profondément lié. On a posé la question dans le cadre de l'étude, vous sentez-vous en souffrance vis-à-vis de la nourriture et ou du diabète ? 55% des gens confessent être en souffrance vis-à-vis du diabète et de la nourriture, versus approximativement 20% vis-à-vis de l'un ou bien de l'autre. Donc en fait, on se rend compte que c'est difficilement dissociable. La nourriture et le diabète sont intrinsèquement liés. Donc le diabète de type 1 et les troubles des conduites alimentaires s'entraînent l'un et l'autre. Et en fait, les personnes qui souffrent de ces 2 pathologies sont prisonnières d'un cercle vicieux. Pour s'en sortir, en fait, il faut absolument et de manière incontournable se faire accompagner par le biais de thérapies multidisciplinaires. Et alors du coup, beaucoup de personnes en fait qui souffrent de cette problématique souffrent également d'un grand désarroi et d'un sentiment d'impuissance. Pourquoi ? Parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner. Et du coup, en fait, ça m'amène à vous dire que le 18 mars 2023, nous allons donc en fait en collaboration avec plusieurs associations nous interroger sur ces fameuses thérapies multidisciplinaires afin de proposer dans un avenir que l'on espère proche une meilleure prise en charge, en fait, tout simplement. C'est pourquoi on va donner rendez-vous à plusieurs typologies de professionnels de santé ainsi qu'à une patientèle ciblée, de se réunir, de se retrouver ce jour-là afin de réfléchir ensemble à ces enjeux et à ces solutions qui nous restent encore à trouver. Notre vidéo se termine maintenant. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses sur cette thématique et surtout qu'elle vous a réconforté. Si jamais vous êtes aujourd'hui atteint de TCA en étant diabétique de type 1, notre idée... Pas seul. Ouais, vous n'êtes pas seul comme le dit Lily et notre idée c'est de normaliser et déculpabiliser toutes les personnes qui en souffrent puisque nous-mêmes en avons souffert. Par ailleurs, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui auraient du mal à vous comprendre parce qu'on sait qu'il est parfois très difficile d'expliquer avec des mots ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est pour ça qu'on avait vraiment envie de partager ce contenu avec vous. Merci pour votre attention et lâchez vos coms. Et maintenant c'est le goûter.